Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44 ce matin, petit déjeuner politique. C'est Mathieu Orphelin qui est député du Maine-et-Loire. Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. On va parler environnement et grosses voitures dans un instant, mais juste avant, votre réaction au plan d'Agnès Buzyn sur les urgences. 750 millions d'euros sur 3 ans, plusieurs mesures comme un nouveau numéro de téléphone qui viendra. Pour vous, l'élu de terrain, est-ce que ce plan d'action est suffisant ? Il faut surtout voir comment il peut répondre effectivement à la situation. Je crois que ce qui est important, là il y a des moyens considérables qui sont annoncés, tant mieux. Maintenant il faut voir sur le détail des mesures comment ça répond ou pas aux attentes des acteurs de terrain, des professionnels dans les services d'urgence, etc. J'étais hier au CHU d'Angers, je crois que ça mérite discussion pour voir... Qu'est-ce qu'ils vous disent le personnel soignant au CHU d'Angers ? Évidemment, ils disent que c'est une situation qui s'est empirée au fil des ans, parce que beaucoup plus d'entrées dans les urgences, avec des moyens qui restaient assez constants. Donc effectivement, mécaniquement, le problème derrière, on a aussi tous les problèmes pour obtenir des lits, pour les patients, tout ça. Donc les 12 mesures vont permettre sans doute d'améliorer les choses. Maintenant, ce qui est important, c'est de continuer à concerter, à travailler avec l'ensemble des acteurs de terrain, parce qu'il faut, sur ce sujet comme sur plein d'autres, renouer le dialogue. Mais Mathieu Orphelin, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle avec l'environnement où on veut s'adresser directement aussi au grand public, faire un peu acte de pédagogie pour leur dire, par exemple, que peut-être qu'il ne faut pas prendre toujours la voiture, mais il ne faut peut-être pas aller non plus toujours aux urgences pour n'importe quel bobo. Parce que c'est ça un peu le problème. Vous, dans la région d'Angers, vous devez le voir, quoi. On va beaucoup moins chez les médecins de ville. Oui, c'est très clair. C'est pour ça que là, notamment la possibilité d'avoir un nouveau numéro à appeler avec toujours un médecin ou un professionnel de santé au bout de la ligne pour mieux orienter, effectivement. Donc ça va dans le bon sens. Maintenant, tout ne sera pas réglé avec ces mesures-là. Il faut derrière les questions de nombre de lits disponibles, d'accueil, de nombre de professionnels disponibles. Et donc, je crois que voilà... C'est un plan qui va dans le bon sens. Maintenant, il va falloir très concrètement, dans les prochaines semaines, confronter aux réalités de terrain. Alors, autre sujet, la loi bioéthique avec la PMA aux couples de femmes. Parmi les amendements, il y a la PMA post-mortem, c'est-à-dire autrement dit pour les veuves. Vous y êtes favorable ? Oui, sur la PMA post-mortem, oui, j'y suis favorable, parce qu'effectivement, quand un couple s'était engagé dans un projet de PMA, effectivement, s'il y a le décès du papa ou de l'une des deux futures mamans, effectivement, il faut que le processus puisse aller au bout, parce que sinon on est dans une situation un peu inextricable où effectivement les gamètes pourraient être utilisées par d'autres couples, mais pas par la femme qui était dans ce projet-là. Donc effectivement, on a eu le débat cette nuit, puisqu'on a auditionné les ministres en commission. D'ailleurs, sur toute cette loi bioéthique, les débuts des échanges sont dans un climat de sérénité très marquant. Hier, on n'a pas eu d'esclandre. Chacun a pu donner ses arguments pour ou contre. Venant de l'opposition aussi, il n'y a pas d'obstruction systématique. Alors, vraiment, hier soir, effectivement, ça a donné un bon départ à ces débats autour de la bioéthique, autour de la PMA pour toutes, qui était un engagement très fort et très attendu, qu'on concrétise enfin. Ça va effectivement, c'est très important pour nombre de femmes seules, pour aussi nombre de couples lesbiens. Et hier, les débats, ils ont commencer dans la sérénité, qu'on soit pour ou contre, et ça c'est très bien. On n'est plus à l'époque du mariage pour tous, où ça s'était enflammé, où il y avait eu des amendements complètement hallucinants, déposés par les uns et les autres. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus responsable, tant mieux. Oui. Et après la PMA, est-ce qu'on ira forcément vers la GPA pour les couples homosexuels ? Parce qu'il y aura une discrimination. Là, c'est pas du tout prévu dans ce projet de loi. Il y a une chose qu'il va falloir qu'on arrive à travailler autour de ce projet de loi, c'est la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger, reconnaissance d'état civil. Ces enfants, ils sont là. Il faut arrêter l'hypocrisie, et je crois qu'effectivement, le gouvernement doit aller, j'espère, dans ce sens-là. Oui, nous, parce qu'il y a une mesure. On a appris ce matin qu'il y aurait une mesure qui devrait aller dans ce sens, de filiation. Qu'on s'entende bien, c'est pas pour légaliser la GPA en France, mais par contre, il y a des enfants qui sont nés de GPA à l'étranger, ils sont là, il faut penser à l'enfant en premier, et donc c'est pas normal qu'effectivement aujourd'hui il y ait tant de difficultés pour faire reconnaître leur état civil. Donc nous on porte, un certain nombre de députés, des amendements pour que ce soit précisé dans le projet de loi bioéthique. Le gouvernement semble s'orienter, c'est l'information qui est sortie ce matin, plutôt vers une circulaire, mais en tout cas on va avoir ce débat sereinement dans les jours à venir. Il ne s'agit pas de légaliser la GPA en France, mais de reconnaître... Mais de fait, Mathieu
orphelins, on va le légaliser. Parce que pourquoi il y aurait des exceptions après Attendez, pour l'instant, ces enfants, ils sont là, ils sont nés à l'étranger. Donc on va pas faire comme si ça n'existait pas ou que leur filiation n'existait pas. Donc il faut absolument sortir de l'hypocrisie. C'est important. Effectivement, c'était d'ailleurs un engagement d'Emmanuel Macron pendant la campagne de dire sortons de l'hypocrisie sur ces enfants qui sont là, qui sont nés à l'étranger. Il faut qu'il n'y ait pas tant de problèmes qu'aujourd'hui de reconnaissance de leur filiation. Parce que vous savez, en plus, la jurisprudence, maintenant, elle est claire et nette sur ce sujet-là. Il faut que les actes civils faits à l'étranger de ces enfants puissent être traduits dans le droit français. C'est vrai, mais pourquoi à l'avenir on ne pourrait pas poursuivre alors ? Ça veut dire qu'il y a eu des personnes qui ont pu avoir des enfants par GPA à l'étranger que demain on ne pourra plus. Pour l'instant, c'est pas autorisé en France. Mais il y a de l'hypocrisie là derrière ça, non ? Moi, je crois que pour l'instant, ce qu'il faut là, c'est traduire les engagements qui ont été pris. La PMA pour toutes, c'était très important. Ça fait 2 ans que les couples de femmes concernées, les femmes seules attendent. C'est très important, effectivement, qu'on concrétise ça. Le débat sur la GPA, il n'aura pas lieu dans le cadre de la loi bioéthique qu'on travaille cette semaine. Vous, à titre personnel, vous êtes favorable ? C'est des sujets qui méritent vraiment discussion, échange. Est-ce que la société française est prête à la légalisation de la GPA, d'une GPA éthique pour Parce que utiliser. Je crois que pour l'instant, chaque chose en son temps. Donc le débat là, c'est sur Vous n'êtes pas contre. Écoutez, ce qui est important aujourd'hui, c'est de concrétiser la PMA pour toutes. Maintenant, sur la GPA, je pense qu'aujourd'hui, est-ce que la société française est prête à cette réflexion-là dans la globalité ? Est-ce que tout le monde a tous les éléments pour appréhender ce sujet-là? C'est la marchandalisation du corps, c'est ce que l'on dit, quoi. Donc pour l'instant, c'est pas le sujet. Haro sur les SUV, les 4x4 urbains qui polluent et qui font monter les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un rapport qui est publié ce matin. Ça vous conforte justement dans l'idée d'interdire les pubs à la télé pour les grosses voitures? Vous avez été retoqué sur cette proposition. Oui, pour l'instant, c'était pas interdire les pubs du jour au lendemain pour toutes les voitures. Ouais. Mais c'était effectivement progressivement, et je vais le reporter cette semaine à l'Assemblée, comment on arrive à réorienter vers les publicités vers les modèles les moins consommateurs. Pendant que je vous parle sur l'écran devant moi, il y a une pub pour une grosse voiture qui consomme beaucoup. Et donc, c'est quand même 3,5 milliards d'euros par an investis dans les publicités de voitures et en grande majorité vers les véhicules les plus polluants. Évidemment qu'après, les gens ont envie d'acheter des grosses voitures qui polluent beaucoup. Les SUV, ces voitures à l'allure un peu sportive, elles consomment beaucoup de carburant. Elles consomment moins que les véhicules auparavant, mais quand même, parce qu'elles sont plus lourdes. Attendez, depuis 2 ans, les émissions de CO2 et les consommations d'énergie des véhicules neufs repartent à la hausse. Là où il faudrait baisser très fortement, ça repart à la hausse. Il faut faire quelque chose et agir sur la publicité. Donc vous allez revenir à la charge cette semaine ? Oui, pour qu'on ait ce débat, d'autant que la ministre de l'écologie a dit en commission, en réponse à mes amendements la semaine dernière, qu'effectivement le gouvernement allait lancer un travail sur toutes ces questions d'une meilleure régulation de la publicité, effectivement, pour aboutir d'ici 2 ou 3 mois. Et donc tant mieux, parce qu'il faut que les choses bougent sur ce sujet-là. Oui. Votre collègue député Alban Gaillot a quitté La République En Marche, un peu comme vous. Elle a claqué la porte parce qu'elle dit que finalement, on ne va pas suffisamment loin pour répondre à la crise sociale et puis notamment à l'écologie qui n'est pas la priorité. Ça veut dire que Macron, il affiche un discours, mais il ne suit pas dans les actes ? En tout cas, j'ai lu le mail qu'elle a adressé aux députés. Effectivement, c'est un mail de vérité, à la fois sur 2 points principaux. De dire, 1, sur la transition écologique, sur un certain nombre de décisions, on n'est pas au bon rythme. Et 2, effectivement, il y a aussi des questions dans le groupe majoritaire de comment les expressions des uns et des autres peuvent être mieux prises en compte. Il ne faut pas rester dans la caporalisation du groupe majoritaire. Donc je crois que c'était vraiment un mail de vérité, un message de vérité. Je pense que pour elle, c'est à elle de le dire, mais ce n'est pas une décision qui était simple. Maintenant, sur l'ambition, le surplus d'écologie du gouvernement... C'est Canada Dry un peu, quoi, c'est ça ? Non, mais ça a le goût, mais... Il y a les mots forts du président. Tant mieux, ils sont là, c'est le tournant du quinquennat. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement agisse plus pour l'écologie. Quelles sont les mesures qui montre ce grand tournant vers l'écologie qu'on nous annonce ces dernières semaines? Pour moi, c'est pas si clair que ça. Elisabeth Borne annonce notamment l'isolation. Oui, mais alors c'est un très beau sujet. Rénovation énergétique, je suis inquiet de ce que je vois en préparation du projet de loi de finances 2020. Oui, parce qu'il y a des belles mesures, la transformation du crédit d'impôt en prime dès le moment des travaux. Mais ça, certains veulent profiter de cette mesure, de cette transformation pour
continuer à économiser et à faire que les dépenses de l'État pour aider les Français à la rénovation énergétique puissent être réduites dans le même temps. Mais là, pas d'accord. Il faut au contraire profiter de ce changement de dispositif pour renforcer les moyens mis en œuvre par l'État. Vous voyez, moi très concrètement, je veux bien qu'on dise on fait plus pour la rénovation énergétique, mais il faut qu'on le voit dans les actes. Et donc ce sera évidemment un des grands points de vigilance des prochaines semaines. J'ai écrit hier aux 5 ministres concernés pour les alerter vivement sur la rénovation énergétique. On ne prépare pas assez les choses et les moyens. Il y a plein de questions sur ce projet de loi de finances 2020. Un mot des pesticides avec cette consultation qui a été lancée. Donc, distance de 5 à 10 mètres pour certaines cultures. Vous estimez que c'est suffisant ou qu'il faut aller plus loin ? Non, moi je crois que c'est le strict minimum. Et je pense que sur la méthode, encore une fois, on peut faire différemment. On perd trop de temps sur ces sujets d'accompagnement des agriculteurs dans le changement de modèle. Et sur la méthode, on a aussi laissé faire le débat pour qu'il y ait de l'opposition. Oui, mais 150 mètres, on dit que c'est pas possible quand certaines associations écolo veulent 150 entre mètres. 150 et 5 à 10 mètres, avec des dérogations possibles pour baisser encore à 5 mètres ou à 3 mètres, vous voyez que la gamme des possibles, elle est très large. Et moi, je crois qu'il faut qu'on réinvente la concertation avec tous les acteurs autour de ces sujets-là, parce que là aussi, on met les sujets sur la table et ça favorise la façon dont on les met, les oppositions entre les uns et les autres. Au contraire, il faut rassembler sur ces questions-là, rassembler les points de vue, trouver des solutions, des chartes locales plus ambitieuses, notamment. Oui, le mot de la fin avec Mathieu Orphelin, avec Cécile Leménibus. Oui, je reviens sur cette déclaration de Marlène Schiappa qui a taclé Cédric Villani en parlant de ses grimaces et de son ton assez peu rassurant. En plus, Greta Thunberg aussi. Est-ce que ça pose un problème justement sur cette cohésion au sein d'En Marche ? Est-ce qu'elle a confirmé ses propos, Marlène Schiappa ? C'était un tweet. C'était un tweet, oui. C'était un tweet. Moi, je crois que c'est des propos de ce type-là. Je n'ai pas vu Marlène Schiappa le dire, mais si vous me dites que c'est ce qu'elle a dit, n'ont pas leur place en politique, n'ont pas leur place dans des campagnes électorales. Et là, en plus, le parallèle qui aurait été fait avec Greta Thunberg, évidemment, pose tout un tas d'autres problèmes. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas les petites phrases. La politique, c'est pas les clashs. La politique, c'est le projet que les uns et les autres portent. Je le dis parce que pour moi, c'est fondamental. Tant que les hommes et les femmes politiques passeront tant de temps rivés à Twitter, tant de temps à passer des éléments de langage en off aux journalistes, tant de temps à essayer de dénigrer les projets portés par les autres, eh bien, ça ne marchera pas. Moi, je crois à une autre politique où on est sur le projet, on est sur la façon de faire, on est sur le rassemblement. Et sur la bienveillance. Oui, mais la vraie bienveillance, effectivement, elle se construit de jour en jour. Et d'un mot, vous êtes derrière Cédric Villani. Oui, moi je jette Cédric Villani parce qu'effectivement... Contre Benjamin Griveaux, alors. Contre personne. Moi je l'aide parce que je pense qu'effectivement, à Paris comme dans toutes les autres villes de France, la transition écologique doit être le principal point des projets pour les municipales. Il est crédible ? Bien sûr qu'il est crédible et je crois qu'il est en campagne depuis une semaine. Ça aussi, ça me fait un peu marrer, tous ceux qui me disent où sont ses mesures et son projet, etc. Ça me rappelle d'ailleurs quelques mois avant, avec le candidat Macron à l'époque. Mais là, effectivement, il est crédible et il le démontrera par le projet global qu'il portera. Merci Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, a été l'invité de Sud Radio ce matin.